Bonjour mesdames et messieurs, on va donc démarrer cette conférence de l'école d'ingénieurs CESI en partenariat avec Alsace Tech sur le thème de la RSE comme levier de performance, point d'interrogation. En effet, dans un contexte de plus en plus tendu au niveau climatique et énergétique, la responsabilité sociétale des entreprises est aujourd'hui un enjeu capital pour toutes les sociétés, indépendamment de leur taille, de leur domaine ou de leur activité. Le concept de la RSE est pourtant apparu dans les années 50 déjà aux États-Unis. Mais il faudra attendre le sommet de la Terre de Johannesburg en 2002 pour que cette notion soit portée sur le devant de la scène et reprise une année plus tard par la Commission européenne. En 2006, AFNOR signe la norme ISO 26000 qui devient ainsi le premier standard international en matière de RSE. En France, la loi Pacte, modifiée en 2019, incite toutes les entreprises à prendre en considération les enjeux environnementaux et sociétaux dans la gestion de leurs activités. Depuis, un baromètre RSE en 2021, basé sur un peu plus de 345 entreprises françaises, indique que 83% de grands groupes et 63% d'ETI se disent actifs ou très actifs sur tous les sujets RSE. Alors certes, les entreprises répondaient jusqu'alors principalement à des obligations orientées par la réglementation, mais elles sont désormais confrontées à une évolution significative des mentalités, notamment de la jeune génération. On se souvient du discours des diplômés d'AgroParisTech en avril dernier notamment, je pense que ça parle à tout le monde. Elles sont confrontées aussi à des contraintes énergétiques liées à la guerre, à la pénurie des matières premières et des changements climatiques. Leur développement, mais aussi leur image, dépend de plus en plus d'actions liées à la RSE, qui leur permet de prendre des mesures concrètes en matière d'environnement, telles que nos 3 partenaires aujourd'hui, des entreprises Octapharma, Enedis et Wurth, nous le présenterons. L'intégration de préoccupations sociales et sociétales progresse également de façon importante. Monsieur Laperdrie, notamment de l'entreprise Wurth, nous en parlera dans le cadre de la transformation démarrée au centre logistique d'Erstein. Alors, toutes ces actions qui peuvent parfois sembler vertueuses, garantissent-elles également une performance pour l'entreprise qui s'y engage ? Eh bien, nous vous invitons à en débattre et en échanger avec nos partenaires. Merci Delphine. Alors nous commençons par le premier témoignage de cette table ronde avec la société Enedis, représentée par Monsieur Laude, qui est délégué transition écologique. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous présenter notre démarche, que je trouve le bon bouton. Je vais essayer de vous présenter en 10 minutes notre démarche RSE et pourquoi Enedis est rentré dans une démarche RSE avec une volonté, c'est de devenir une société à mission. Alors il va nous falloir du temps pour atteindre cette société à mission. Et notre société à mission, ce sera un service public à impact positif. Alors, je vais essayer de vous décrire les leviers pour la performance et puis l'engagement qu'on a voulu y mettre aussi pour embarquer l'ensemble des salariés. Alors, pourquoi Enedis et la RSE? Bon, le monde change, et Enedis aussi. Le gestionnaire de réseau de distribution, qui est un des premiers acteurs du réseau électrique français, puis voilà. Dans notre système électrique, il était fait, c'était en mode descendant. On avait des producteurs, des gros actifs de production, que ce soit du nucléaire, énergie fossile, ou gros parc éolien ou solaire, ou parc hydraulique. Un réseau de transport par RTE, et après un réseau de distribution qui amenait l'énergie électrique jusqu'au consommateur. Le réseau est en train de changer puisque le réseau de distribution, par tous les nouveaux modes de mobilité, la mobilité électrique, qu'elle soit électrique batterie ou électrique hydrogène, par la mise en place de bandes, ça vient se raccorder sur le réseau de distribution. La fin des énergies fossiles dans tout ce qui est système de chauffage, de production de chaleur, le remplacement par des pompes à chaleur va venir se réinjecter dans le réseau de distribution. Et puis tout ce qui est énergie renouvelable, que ce soit de petite, de moyenne ou de grande puissance, vient se réinjecter sur le réseau de distribution. Donc le réseau de distribution est en train de devenir un point central de la transition écologique. C'est pour ça que notre objectif, c'est de devenir un service public,
parce que le réseau, il appartient aux collectivités. Nous l'avons en exploitation, en concession. Nous en assurons la maintenance et son développement. Quelques chiffres. Le réseau de distribution, c'est 36 tours de terre aujourd'hui. C'est 1,4 million de kilomètres. Donc 35 à 36 tours de terre. Tous les ans, on rajoute 15 000 kilomètres. C'est-à-dire tous les 3 ans, on rajoute un tour de terre. Et avec l'accélération sur la mobilité des ENR, on peut passer à tous les 2 ans, on va rajouter un tour de terre. Donc on va rajouter 40 000 kilomètres du réseau de distribution. Donc c'est pour ça que le réseau de distribution sera au service de la transition écologique, mais aussi des territoires. Puisque notre objectif, c'est d'avoir la même qualité et d'apporter les mêmes services à tous les clients, où qu'ils soient placés sur le territoire. Alors Enedis a mis son engagement au cœur de son entreprise. En fait, on l'a décliné pour la période 2021-2025 à travers un projet industriel et humain qui est à gauche, puisque quand on a posé des questions aux salariés, voilà, qu'est-ce qu'ils voulaient porter, dans le cadre de l'engagement de l'entreprise au service de la RSE, ben, on a retrouvé 8 piliers que vous avez à gauche. Alors je les ai pas tous en tête, mais un sur la neutralité carbone. Je vous expliquerai un petit peu après ce qu'on est en train de faire sur la modification du réseau pour atteindre la neutralité carbone avec un objectif de moins 20% en 2025. Vous avez l'avant-dernier, tout ce qui est la mise à disposition de la donnée, puisque le compteur Linky nous permet d'avoir une mesure en instantané des consommations d'électricité. Et puis l'entreprise, elle doit se transformer, et l'idée c'était de donner la main à la fois aux salariés et à la fois la main aux territoires, aux collectivités. Donc on s'est engagé à porter des projets d'activités nouvelles, c'est-à-dire inventer le métier de demain. Et puis ces 8 engagements que l'on retrouve dans le projet industriel humain pour aller chercher la performance économique et industrielle, qui pour nous ne peut pas se faire sans engagement sociétal et environnementaux. Ces 8 engagements sont issus des 17 engagements du développement durable de l'ONU. Alors les enjeux de la RSE pour nous, c'est d'être un employeur attractif. Je vais partir par le 3e. Parce que que ce soit dans les lycées, dans les universités, Bac+2, Bac+5, il y a encore 2 ans, 3 ans, on ne parlait pas de notre engagement à RSE. Et on voyait bien que les jeunes, on avait un problème vis-à-vis de ça. Donc la RSE aujourd'hui nous permet d'être un employeur attractif, et on voit bien quand on récupère des alternants ou qu'on fait des informations dans les lycées, en université, en école d'ingénieurs, c'est assez souvent que la RSE, notre engagement sociétal et environnemental, revient dans les discussions. On veut porter les sujets de la société. On a mis en place un peu partout sur le territoire des conseils des parties prenantes, c'est-à-dire qu'on travaille avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de travailler dans le cadre du réseau, donc des gestionnaires d'entreprise, du milieu associatif, comme la LPO, comme la Fédération Handisport, des universitaires qui viennent nous challenger sur ce qui se passe dans la société, nous porter un regard sur la société. Alors un exemple pour la Bourgogne-Franche-Comté, le sujet qui a été retenu, c'est le citoyen consommateur. Frugalité ou sobriété. Voilà, c'est le sujet qu'on a retenu pour comment le réseau de distribution, par rapport à cette problématique de citoyen consomme et acteur de sa consommation, comment nous, gestionnaires de réseau de distribution, par rapport à les engagements de distribution, on se positionne. L'engagement de tous les salariés, puisque la démarche RSE, elle ne peut avoir de sens que si tous les salariés sont engagés dans cette démarche-là. Alors ça prend un peu de temps, on avait imaginé un engagement à mi-2023, on sera plutôt à fin 2023. Et puis enfin, comme on est un acteur majeur, ce qu'on cherche aussi, c'est embarquer tout le système électrique français dans notre démarche. Alors notre politique RSE, elle repose sur 3 ambitions. Un service public à chaque fois qu'on retrouve, puisque c'est un de nos projets de société à mission, avec des ambitions pour la planète, des ambitions pour les hommes et pour les femmes, et des ambitions pour les territoires. Je vous ai dit qu'on voulait être un acteur de la transition écologique, on va le retrouver dans la planète. C'est un projet industriel humain, dans le côté humain, embarquer nos salariés, donc on retrouve dans les solutions pour les hommes et les femmes. Et puis enfin, c'est un service public pour les territoires, donc c'est comment travailler sur les territoires. Alors, quelques exemples pour la planète. Contribuer à diminuer l'empreinte carbone et aller vers la neutralité carbone. Enedis, l'année dernière, a publié son bilan carbone.
Alors, publier notre bilan carbone, c'est pas neutre pour nous, puisque je vous ai dit qu'on déroulait des kilomètres de câbles, et à chaque fois qu'on va dérouler des kilomètres de câbles pour accompagner la transition écologique, c'est des investissements, c'est du matériel que l'on vient mettre sous notre exploitation, donc on vient dégraner notre bilan carbone. Donc tout le paradoxe pour nous va être de travailler, accompagner la transition écologique en augmentant les kilomètres de câbles, mais en réduisant notre empreinte carbone. Alors comment on va le faire? On va le faire en diminuant nos pertes, par exemple nos pertes sur les câbles, ça c'est sur le scope 2, et puis on essaye de faire des chantiers autrement. Alors les chantiers autrement, on est en train de tester tout ce qui est engins de chantier, mini-pelles et camions en mobilité électrique, donc on teste des mini-pelles électriques. Quand on fait une tranchée pour enfuir nos terres, les terres, on est en train de travailler pour les recycler, c'est-à-dire éviter d'importer des terres neuves, c'est-à-dire les recycler. Alors aujourd'hui, on a un recyclage qui nous fait un aller-retour avec nos partenaires pour les ramener au centre de recyclage. On est en train de travailler pour faire un recyclage sur site. On va privilégier les sablières de proximité parce que les câbles sont enterrés dans du sable. Et puis, on va essayer de recycler à 50% le bitume, faire 50% de bitume neuf et 50% de recyclé. Alors ça, c'est un enjeu majeur pour nous pour diminuer l'empreinte carbone de nos chantiers. Il faut qu'on adapte nos ouvrages aux enjeux climatiques. Alors les enjeux climatiques, vous avez vu tout ce qui se passe au niveau météorologique. Hein, bien souvent, que ce soit des tempêtes, tout ce qui est aérien nous pose un problème. Les enterrer, c'est pas forcément la solution tout le temps, puisqu'on a de la surchauffe, hein, compte tenu des températures que l'on a aujourd'hui. La température fait qu'à l'intérieur du sol, au bout de quelques jours, elle devient importante. Et plus on va soutirer sur nos câbles, plus ils montent en température, donc plus on a sur des risques de coupure. Pour les hommes et les femmes, on fait tout un accompagnement autour des salariés, autour de la diversité. On fait un gros effort sur le handicap aujourd'hui. On fait un gros effort aussi sur la formation et, par rapport à la diversité. Parce que voilà, c'est des choses, on faisait des choses, mais on faisait pas assez, donc on va aller un petit peu plus loin. Et puis enfin, pour le service public à impact positif pour les territoires. Donc on va accompagner les territoires sur la neutralité carbone. Mais aussi, on est en train de travailler sur l'économie circulaire. On avait une particularité, c'est qu'on avait essentiellement des marchés nationaux, parce que c'est comme ça que c'était fait. On est en train de retravailler sur des marchés locaux. Alors, pour vous donner un exemple de ce qu'on fait en économie circulaire, on avait une pièce de chantier, alors qui s'appelle un pied de goulotte, hein, qui est vraiment technique, qui fait le raccordement entre le souterrain et l'aérien. Ce pied de goulotte, voilà, on l'importait, il était fabriqué à l'extérieur. Aujourd'hui, on va faire du recyclage de tous nos coffrets. Tous les coffrets qu'on change, on va les recycler, on les broie et on les retransforme en pieds de goulotte. On leur donne une injection de plastique. Donc on travaille avec une petite entreprise dans la Nièvre qui, elle, cherchait un secteur de croissance aussi, puisque c'était un sous-traitant du monde automobile. Et puis voilà, la partie qu'il faisait va s'arrêter d'ici 2035. Donc il cherchait un critère de croissance. Donc voilà ce qu'on fait aussi en termes de RSE. On adapte, on fait du recyclage, donc gestion des déchets. On travaille avec une entreprise pour nos usages propres et ça nous permet de maintenir de l'emploi sur le territoire. Voilà, en quelques mots, ce que fait Enedis, c'est essayer de trouver des liens avec le réseau. Parfait, merci beaucoup Monsieur Laude d'Enedis donc, pour ce témoignage intéressant. On va changer un petit peu de secteur maintenant et on va voir ce qui se passe du côté notamment d'Octa Pharma avec la présentation de Monsieur Onteniente sur leurs approches RSE. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous m'entendez là, ça passe jusqu'au fond. Alors, Octa Pharma, effectivement, pas du tout le même secteur d'activité. Nous sommes dans la pharmaceutique. Alors, je vais passer à la diapo suivante, voilà, pour vous planter le décor. Voilà, donc Octa Pharma, entreprise pharmaceutique, je vous le disais, le domaine d'activité de l'entreprise est très particulier. Nous ne faisons pas de la synthèse chimique ou de la synthèse chimique. Nous produisons des traitements thérapeutiques pour des maladies type des patients qui souffriraient de maladies immunitaires, la médecine d'urgence. Donc globalement, nous utilisons le plasma humain, qui est notre matière première, pour en extraire les protéines d'intérêt pour pouvoir ensuite traiter ces malades-là. Donc c'est un traitement, je dirais, naturel pour ces patients. Le groupe lui-même, pour vous planter un petit peu le décor, donc c'est à peu près un peu moins de 10 000 personnes dans le monde. 5 sites de production, aucune parité homme-femme, quasiment respecté, un peu plus de femmes que d'hommes, voilà.
Pour une fois, c'est dans le bon sens. Donc des succursales commerciales. Nous avons nos propres centres de dons, non pas de sang, mais dons de plasma, puisque le plasma, vous le savez peut-être, est un composé du sang. Hein, on enlève les plaquettes, l'hémoglobine, donc il reste le plasma. Donc voilà pour le groupe. Bon, pour vous donner un ordre de grandeur, le site de Lingolsheim où nous nous trouvons, le site de production, donc l'un des 5 sites de production, produit, ou plutôt utilise l'équivalent de plus d'1 million de litres de plasma par an. Hein, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc ce plasma, qu'est-ce que l'on en fait? Vous imaginez bien qu'à partir des centres de dons de plasma, il est congelé pour pouvoir être conservé une dizaine d'années s'il faut. Congelé. Nous allons, nous, sur site, le décongeler, forcément, le remettre en solution, et ensuite faire des opérations un peu compliquées que je ne vais pas détailler là, mais de fractionnement qui nous permettent d'extraire les protéines d'intérêt de ce plasma, avec des procédés physico-chimiques, de centrifugation, etc., de précipitation. Et ensuite, il y a des opérations de purification pour ne garder que strictement les protéines d'intérêt. Donc il y en a plusieurs types, les immunoglobulines, etc., dans ce plasma. Et qui nous amène en fin de process à remplir des flacons qui seront utilisés par nos clients directs, qui sont non pas des officines, non pas des médecins traitants, qui sont des hôpitaux, voilà, publics ou privés, selon le pays dans lequel nous distribuons nos produits. Voilà. Donc sur le site de Lingolsheim, pour faire ce travail-là, il y a environ plus de 700 collaborateurs. Voilà, le chiffre d'affaires est pas représentatif parce que nous sommes site façonnier. Nous ne commercialisons, pardon, je vais y arriver, pas directement nos produits. Alors pourquoi de la RSE dans tout cela? Alors vous imaginez bien déjà que notre cœur de métier étant la sauvegarde de vie humaine, évidemment l'aspect social et humain était prépondérant depuis longtemps dans la stratégie du groupe. Indépendamment de cette base solide qui fédère quand même nos salariés sur cette vision, il y a évidemment un besoin croissant. Vous le savez, il y a de plus en plus de gens malheureusement malades, qui souffrent de cancer, du fait d'une vie moderne. Voilà, nous mangeons, nous respirons beaucoup de produits chimiques, de produits allergènes, etc. Donc voilà, les besoins en traitement, en ce type de traitement thérapeutique augmentent de manière croissante, exponentielle quasiment. Donc même si nous sommes le 3e ou 4e acteur, là, je crois, mondial sur le sujet, en fait, il n'y a quasiment pas de concurrence puisque le marché est tellement important que même les concurrents n'arrivent pas à y répondre. Donc besoin très croissant. Alors une image qui peut être négative de l'industrie pharmaceutique, la Big Pharma, vous en avez entendu parler. Alors certes, nous sommes dans l'industrie pharmaceutique, mais l'objectif est bien de sauver des vies humaines. Donc sans nous, malheureusement, il y aurait des morts. Et la crise du Covid, ces 3 dernières années, a bien montré, et nos traitements servent à accompagner certains malades, entre autres souffrant du Covid. Donc voilà, c'est effectivement un but complètement humain. Des contraintes géographiques. Alors, pour ceux qui connaissent Lingolsheim, nous sommes au centre-ville. C'est un site qui a une vingtaine d'années, qui est parti de 50 personnes. Il y a aujourd'hui 750 personnes. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas grossir en plein centre-ville. Donc nous sommes obligés de densifier notre activité et de monter. Ce qui rend l'activité compliquée avec des parties prenantes, pour parler dans le jargon RSE, qui sont évidemment présentes avec nos voisins, la mairie, etc., les associations locales. Donc un contexte géographique compliqué. Une crise mondiale qui n'est pas nouvelle, qui a commencé pendant la crise Covid, crise d'approvisionnement du plasma. Les donneurs doivent être sains, donc les donneurs étant impactés par le Covid ne pouvaient pas donner leur plasma. Donc malheureusement une baisse d'approvisionnement de notre matière première. Depuis peu, vous l'avez suivi, la crise mondiale sur l'énergie, sur le coût des matières premières. Tout ça fait que complique la donne. Il y a également, comme toute entreprise qui se respecte et qui se développe, nous sommes depuis 5-6 ans que je connais l'entreprise sur un développement de l'ordre de 12 à 15% par an. Donc il n'y a pas le choix, il faut recruter du monde. Et pour recruter du monde, il faut être attractif. Et une des démarches d'attractivité, c'est effectivement la RSE, c'est pas le seul levier, mais c'en est important. Surtout pour attirer les jeunes talents. Ou les anciens talents. Pas que les jeunes.
Voilà. Après, ça permet de travailler sur l'aspect social de manière beaucoup plus approfondie et de fédérer, comme M. Laude le disait déjà, parmi nos forces vives de l'entreprise, de fédérer les jeunes et moins jeunes sur des axes porteurs. En tout cas, qui donnent de la vision et qui donnent du sens, merci, qui donnent du sens à notre action à tous. Et évidemment, sur l'aspect économique, on ne va pas se voiler la face, garantir la pérennité des emplois du site et du site tout court. Alors les engagements RSE sur le site, alors je ne vais pas vous donner de chiffres, je vous donnerai de chiffres sur les résultats, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, mais sur les engagements généraux du site, sur l'aspect social, sociétal, avant tout, améliorer alors le bien-être de nos patients, leur permettre de vivre mieux, si tant est qu'on puisse dire cela pour quelqu'un qui souffre d'un cancer, mais de vivre mieux plus longtemps. Ça, ce sont pour nos patients. Pour les salariés, évidemment, améliorer le bien-être au travail. Ça passe par de la qualité de vie au travail. Voilà, il y a beaucoup d'axes de travail là-dessus. Favoriser l'égalité des chances, parité, mais pas que. Emploi de travailleurs handicapés. Sortons de la semaine du développement durable. Donc nous avons développement durable, oui, mais la semaine aussi du handicap, où nous avons mené un certain nombre d'actions en interne pour favoriser le recrutement de personnes handicapées. Développer les compétences et l'attractivité. Bon, je ne vais pas parler de GPEC ici, c'est pas nouveau, mais ça reste à renforcer. Sur l'aspect environnemental, crise de l'énergie, crise des matières premières, tout le monde l'a compris, réduire nos consommations d'eau, d'entrants au sens large, réduire nos déchets, apprendre à consommer plus juste, et je ferai le lien avec la 4.0 tout à l'heure, puisque c'est quand même l'objet aussi du débat. Assurer un dialogue, évidemment, avec nos parties prenantes locales. On ne peut plus travailler aujourd'hui une entreprise dans son coin, d'autant que nous sommes en plein cœur de la ville de Lingolsheim. L'aspect économique à ne pas oublier, les emplois doivent être pérennisés. Et la crise Covid nous a montré que notre modèle économique était viable lors de cette crise qui nous a touché fortement, avec une diminution de plus de 40% de notre matière première. Aucun dossier de chômage technique n'a été mené sur le site. Donc, la direction a conservé les emplois sur des postes parfois approchants, du télétravail, etc. Des coups de main de personnel, moi-même, qui ai donné un coup de main en production. Voilà, ben écoutez, il y avait moins d'accidents de travail, donc on a donné un coup de main en production. Voilà, en tout cas, un engagement important pour assurer l'emploi de chacun. S'assurer de la qualité des produits, je vous fais pas un dessin, nos produits sont injectables, hein, donc il ne s'agit pas d'inoculer quoi que ce soit à nos patients. Alors pourquoi parler de la RSE, pourquoi parler de l'industrie 4.0? Ce sont des termes à la mode, mais indépendamment de la mode, il y a de vrais engagements et de vrais résultats. Donc j'arriverai aux résultats tout de suite. Aujourd'hui, une entreprise comme la nôtre, alors vous voyez peut-être à l'écran un extrait de Vision 3D, c'est un nouveau projet que nous avons, là, plus de 90 millions d'euros d'investissement sur 2-3 ans là, pour un nouveau produit. Il y a des cuves, nous sommes dans la pharmaceutique, il y a des cuves, il y a de la tuyauterie, il y a des capteurs. Tout ça, il faut bien piloter ces installations-là et réguler avec de l'automatisme. Donc il faut bien des capteurs et il faut exploiter toutes ces données-là. Ça fait une masse de données très importante. Donc tout cela visant à quoi? À améliorer la productivité de notre site. Je vous disais que nous ne pouvons pas nous étendre, donc il s'agit bien d'augmenter la productivité du site dans les mètres carrés qui nous sont impartis. Ça passe par des objets connectés, que l'on a partout, hein, montres connectées, pompes à insuline connectées, que sais-je. Les jeunes générations le connaissent encore mieux que nous. Donc c'est l'Internet des objets, ce sont tous les capteurs que l'on met en place pour piloter notre process. Sur une cuve simple de process, il y a plus de 10 capteurs. Il faut les exploiter. Donc tous ces objets doivent être connectés, les données récupérées. Donc je fais le lien aussi avec le stockage de ces données. Aujourd'hui, on peut mettre des serveurs informatiques en place, mais il en faudrait de noms très nombreux. On n'a plus la capacité d'avoir des serveurs physiques. Il faut passer par le cloud et stocker ça dans ce qu'on appelle la big data. C'est pas la big pharma, c'est la big data. Et exploiter cela avec comment? Avec de l'intelligence artificielle. Nous avons des projets d'investissement, Wurt en a aussi, ils en parleront tout à l'heure, des projets d'investissement lourds. Ces projets d'investissement-là ne se font pas. La conception des locaux
là je vous parle en tant que responsable sécurité environnement et RSE, la conception des locaux d'un point de vue ergonomique, ça se fait pas le jour où on met en service, ça se fait bien avant. Donc aujourd'hui nous faisons de la réalité augmentée, avec des lunettes de réalité augmentée sur les projets, avec des vues 3D de ce type-là. Nous nous promenons dans les nouveaux locaux pour vérifier qu'il n'y a pas de problématique d'ergonomie, de travail, de posture, etc. Tout ça, ça se fait en avance de phase, et ça se fait grâce à de l'intelligence artificielle aussi. Il y a l'œil humain, l'œil de l'expert, que, entre guillemets, je suis en RSE, en HSE, et donc ça me permet de voir certaines choses. Mais après, nous travaillons avec l'intelligence artificielle, avec un partenaire, qui nous permet de simuler nos processus et d'optimiser tout cela. Plutôt que de faire des plans d'expérience et de passer des mois et des mois à modifier les paramètres, ça nous permet d'accélérer l'apprentissage de ces processus-là, avec cette intelligence artificielle-là. C'est incontournable. Aujourd'hui, un concepteur de bâtiments, ne serait-ce que de bâtiments industriels, ne peut plus se passer de ce type de démarche. Et la numérisation, rien de nouveau non plus sous le soleil. Nous avons dans la pharmaceutique une obligation de traçabilité de nos numéros de lots, évidemment, des lots pharmaceutiques. Ils étaient papier jusqu'à il y a encore très peu de temps. Nous sommes en train de basculer sur des dossiers numériques. Alors d'autres entreprises l'ont fait sur plein de sujets, mais cette obligation que nous avions de se tracer tout cela d'un point de vue la moindre température, le moindre élément de process était tracé sur un dossier de lot qui fait partie du lot lui-même et qui doit être archivé 50 ans. Donc la numérisation des dossiers de l'eau fera gagner un temps fou aux opérateurs. Donc, tout cela pour vous dire que l'industrie 4.0, c'est pas une vue de l'esprit, c'est très concret. Des entreprises sont déjà engagées là-dedans depuis très longtemps. Nous y allons, je dirais tardivement, mais mieux vaut tard que jamais, mais lentement, mais sûrement. Tout cela pour servir nos objectifs durables, donc RSE. Alors les objectifs, tout ça c'est bien joli, on peut avoir des engagements, encore faut-il les tenir. Une illustration très rapide de quelques résultats que l'on a pu avoir à travers cette démarche, je dirais groupe et surtout l'Inglesheim. C'est avant tout une démarche Inglesheim. Diminution des consommations d'énergie. Nous raisonnons, je vous le disais, toujours en... Notre inducteur, c'est les litres de plasma utilisés. On pourrait parler en absolu, mais l'activité ayant beaucoup évolué, ça n'a pas d'intérêt. Si je le ramène relativement à l'utilisation de notre plasma, donc par litre de plasma consommé, nous avons baissé de 30% la consommation d'énergie, gaz de ville et énergie électrique, entre 2017 et 2022, donc en 3 ans. Donc voilà, c'est tout ça en passant par quoi? Par de la régulation, par la mise en place de pompes à variation de fréquence, etc. Donc c'est des solutions très techniques, mais qui ont fait leurs preuves et qui nous permettent d'ajuster au mieux nos process. Les émissions de CO2, moins 50% aussi sur le même intervalle de temps. Donc c'est pas rien non plus, ramené au litre de plasma. Les déchets, 85% de nos déchets non dangereux sont recyclés ou valorisés. Et je dirais que nos déchets dangereux, 80%, nous utilisons de l'alcool pour la précipitation de nos process. Donc 80% de nos déchets dangereux sont pas recyclés, mais distillés. Notre alcool résiduaire est distillé, et donc 85% de cet alcool résiduaire est finalement réutilisé en neuf. Voilà, d'autres exemples rapidement. Baisse importante là depuis 2 ans du taux de gravité, taux de fréquence pour la partie accidentologie qui a été divisé par 2. C'est pas rien non plus. Et un certain nombre de collaborateurs investis qui sont passés sur du transport en commun, soit covoiturage, soit train, soit en vélo. Voilà. Après, avec un partenariat assez fort avec tout un tas d'associations locales pour des dons informatiques, mobilier de bureau, etc., etc. J'en passerai, il y aurait plein d'exemples à vous donner. Si vous le souhaitez, on pourra détailler ça après la conférence. Avec plaisir, merci. Comme on est pris un petit peu par le temps, donc voilà. on enchaîne un petit peu, mais on voit qu'il y a effectivement des, je sais pas si on m'entend, qu'il y a effectivement des indicateurs de performance qui sont factuels, concrets. Donc on va changer encore de secteur et je passe donc la parole à Monsieur Laperdry de la société Wurt qui nous explique un petit peu l'approche Wurt RSE et puis avec des applications concrètes. Ok, merci. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Il me reste combien de temps? Vous avez 10 minutes? 10 minutes, ok, ça marche. Donc bonjour à tous et à toutes. Alors avant de parler d'industrie 4.0 et de levier de performance RSE, je vais vous présenter brièvement Wurt France. Alors Wurt France, on appartient à un groupe qui est le groupe Wurt, qui est présent dans 400 pays, dans 80 pays et
qui a plus de 400 sociétés. Alors, en France, on est 4000 collaborateurs. Alors, à Erstein, on est environ 1000 personnes. Le gros, on va dire, de l'effectif, ce sont des commerciaux, donc qui vont visiter des professionnels en France. Vous avez un exemple de produit là sur l'image. Hein. C'est tout ce qui finalement concerne les biens d'équipement pour les professionnels. Visserie, boulonnerie, silicone, machines, etc. On a aussi un réseau de magasins, donc 200 magasins en France. C'est des petits magasins d'environ 500 mètres carrés où nos clients donc professionnels peuvent aller se servir. Et puis donc 250 000 clients sont visités, on va dire presque quotidiennement par ces commerciaux, pour un chiffre d'affaires d'environ 700 millions d'euros par an. Ça c'est pour la partie Wurt France. Si maintenant je m'intéresse à la RSE, on a toute démarche RSE doit se construire sur des valeurs. Chez Wurt France, on a 3 valeurs principales qui ont été, on va dire, les collaborateurs, on les a fait participer aux valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire, ils ont pu décider c'est quoi finalement les valeurs qui nous unissent. 3 valeurs sont ressorties, l'esprit d'équipe, le goût de la performance, parce qu'on est une entreprise commerciale, et le 3e, c'est la pérennité. Et la pérennité, elle est directement en lien avec le développement durable, la RSE. À partir de ces valeurs, on a bâti une politique RSE qui se base sur ces 6 axes stratégiques que vous voyez ici, qui sont l'environnement, l'énergie, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'attendent nos clients en matière de RSE, les relations et conditions de travail, tendre vers le zéro accident, les droits de l'homme ou la qualité des produits et services qui sont au passage importants en matière de durabilité aussi. Si vous vendez un produit qui n'est pas de bonne qualité, ça va aussi accentuer, ça va avoir un impact négatif sur les déchets, sur la planète, etc. Donc ces 6 axes stratégiques sont développés au sein de l'entreprise. Le comité de direction suit régulièrement l'état d'avancement de toutes ces actions-là. Et si maintenant on parle de neutralité carbone, qui est un des axes stratégiques environnement-énergie, l'entreprise Wurt s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et pour y arriver, on développe 4 axes. Le premier, c'est la maîtrise de l'énergie pour nos bâtiments, parce qu'on a plus de 200 sites en France. L'écomobilité de notre flotte auto, on a 2800 véhicules, donc il y a aussi un impact qui est très fort. Hein. Donc là, on veut tendre vers plus de véhicules électriques. Pourquoi pas, pour un conseiller commercial qui habite Paris, c'est plutôt prendre le métro, le RER, etc. C'est aussi minimiser l'impact de nos produits et de nos services. On a au catalogue près de 100 000 produits. Donc l'objectif des services marketing, c'est de minimiser l'impact des produits et services en agissant sur le cycle de vie, en recyclant les produits, en pensant aussi à la fin de vie des produits. Donc c'est un axe qui est important dans l'entreprise et qui est aussi qui prend du temps aux équipes. Le 4e axe pour atteindre la neutralité carbone, c'est la supply chain, c'est agir avec nos transporteurs en amont et en aval de la chaîne logistique. Hein. Wurt France ne produit pas, on commercialise et on distribue des produits. Donc voilà les 4 axes pour arriver à cette neutralité carbone. Alors évidemment, si on n'y arrive pas, il existe aussi de la compensation. Ça peut être planter des arbres, ça peut être investir dans des associations, chose qui existe déjà au niveau du groupe Wurt. Alors, une entreprise comme Wurt fait entre 6 et 8% de croissance par an. Donc pour accompagner cette croissance, pour livrer nos clients, on a 3 projets de modernisation. Le premier, ça concerne Erstein. Sur les 3 projets de modernisation, on investit 100 millions d'euros. Donc là, c'est, je ne sais pas si vous situez un peu Erstein, mais il y a la voie ferrée qui passe juste à côté de ce grand site. Donc là, on va moderniser, on va mettre en place un système automatique de préparation de commandes qui permettra de livrer nos clients tous les jours. Le deuxième, c'est à Montélimar. On va agrandir aussi nos capacités de stockage. Et un troisième, qui est en lien avec la RSE, c'est la création d'un réseau de chaleur. On agrandit nos sites. On a plus de 100 000 mètres carrés de sites sur
tout Erstein, on va dire, hein, sur cette zone industrielle, il est indispensable de revoir aussi le mode de production. Donc là, c'est un réseau de chaleur, nappe c'est OO, pompe à chaleur OO, qui permettra d'alimenter l'ensemble des sites. Alors, la RSE comme levier de performance pour nos projets, oui. Je l'ai dit avant, l'esprit d'équipe est une valeur importante pour Vur de France. Alors, pour embarquer tous ces collaborateurs, parce que si je reviens un coup en arrière, c'est un projet qui est à 100 millions d'euros de modernisation, de robotisation, comme vous l'avez dit. Et pour emmener nos collaborateurs avec nous, on les fait participer. On les fait participer. Alors, ça tombe bien, le CESI est avec nous. Mais on travaille avec le CESI pour la conduite du changement. On a une logistique qui a presque 30 ans, qui n'a pas évolué. Donc, nos valeurs RSE sont aussi, donc je l'ai dit, l'esprit d'équipe, de faire travailler les collaborateurs. Et donc là, on a nommé des référents. Des référents qui sont dans leurs équipes directement et qui sont formés à la conduite du changement, au management visuel, à expliquer le projet aux collaborateurs. Avec 100 millions d'euros investis, on fait aussi participer les collaborateurs au choix de leur futur poste de travail. Concrètement, cette équipe, alors d'un point de vue RSE et émissions de CO2, on n'aurait peut-être pas dû le faire, mais on en a emmené quelques-uns en Autriche avec nous pour valider leur poste de travail. Et si vous voulez, la confiance que met la direction dans leurs équipes est totale parce que c'est eux-mêmes qui choisiront leur poste de travail. Et ça fait partie des valeurs d'entreprise. Donc ce programme d'accompagnement au changement, il va être mis en place sur toute la durée du projet, avec des réunions, des formations, des équipes. Et là où on est dans le participatif, ce ne sont plus les managers qui reportent l'état d'avancement de ce projet-là, c'est vraiment les référents évologues, on les appelle évologues pour évolution logistique. Nos projets de modernisation, ils intègrent aussi la transition écologique avec ce réseau de chaleur qui tombe aussi à point avec les augmentations de coûts parce que ça nous permettra de baisser de 60% la facture d'énergie sur les sites d'Erstein. Donc ce qui est un gap énorme en termes de gains. Et puis 100% on va dire écologique parce que utiliser de l'eau de la nappe phréatique, c'est quand même mieux que d'utiliser des grosses chaudières à fioul ou utiliser le gaz. Hein. Donc si vous voulez, pour nous, la RSE, c'est un vrai levier de performance. On a pris en compte les aspects sociétaux, environnementaux et sociaux pour finalement avancer dans ce projet. Et finalement, c'est la prise en compte des besoins de toutes les parties prenantes dans nos projets. Voilà. Et donc l'adhésion est obligatoire pour mener à bien ce projet de modernisation. Voilà. J'ai été synthétique, mais voilà. C'était parfait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Merci à vous trois pour vos témoignages. Donc, une petite conclusion rapide pour laisser quelques temps aux questions s'il y en a. Donc, ce qu'on retient, c'est effectivement sujet de départ, RSE, levier de performance pour l'industrie 4.0 avec un point d'interrogation. Je pense que là, on peut raisonnablement enlever le point d'interrogation et le remplacer par un point d'exclamation. Donc, RSE et performance sont-elles incompatibles? Ben non, bien au contraire. Hein, les témoignages là viennent de le montrer. Donc, au travers de ces trois témoignages, donc Octa Pharma, Enedis et Wurt, l'illustration est faite que loin de s'opposer, ces performances et RSE se combinent. Et j'irais même un petit peu plus loin qu'au-delà de la performance, la RSE est en passe de devenir véritablement un vrai facteur clé de pérennité, ça c'est sûr, et de succès. Alors juste pour terminer aussi là-dessus, pour ouvrir un petit peu sur le futur, effectivement on est dans une transition très très forte. 30% des métiers de demain dans la RSE n'existent pas encore aujourd'hui, donc sont à inventer dans un schéma qui est extrêmement fort en termes de réinvention et de transformation radicale par moment. Investissement important nécessaire des entreprises qui l'ont bien comprise et qui l'ont démontré là en termes de performance aussi sur le capital humain bien sûr. L'attractivité, un élément important aussi avec les nouvelles générations. Et tout ça, effectivement, nécessite également en complément un volet formation. Et c'est notamment sur ce volet formation que nous, CESI, École d'ingénieurs de Strasbourg, entre autres, avons un rôle, entre guillemets, important d'accompagnement et de formation de ces métiers existants, ces futurs métiers, sur les parties techniques, mais aussi accompagnement du changement, notamment. Voilà. Merci à vous trois, en tout cas, pour ces trois témoignages.
On a un timing qui est plutôt pas mal. Il nous reste 2-3 minutes. S'il y a des questions dans la salle, c'est le moment de les poser. Est-ce que certains ont des questions à poser? Merci pour vos interventions respectives. J'avais une question. Quels sont allez, on va dire les deux défis les plus difficiles à surmonter? Enfin deux, ça peut être trois, hein, mais peut-être contre-intuitifs auxquels vous n'avez pas forcément pensé, mais voilà, qui ont apparu au fil de l'eau de vos démarches RSE. Qui veut répondre à la question? Alors pour Enedis, parce que moi, je faisais un lien entre ce que je vous ai présenté et ce qui a été présenté par les deux entreprises. En fait, nous, notre industrie, c'est sur tout le territoire français. Et puis européen sur d'autres projets. Et en fait, on ne maîtrise pas l'activité de production. En fait, notre métier, nous, c'est de relier tous les actifs de production qui vont venir injecter et puis tout ce qui va soutirer sur le réseau. Voilà, il faut qu'on s'adapte au changement climatique. Donc là, on le subit aussi. On subit tout ce qui est texte loi, législatif, etc., qui vient modifier les choses. Donc on n'a pas la main sur ce qui va se passer. Notre difficulté, c'est de faire de la RSE en essayant d'anticiper. On en subit une partie, mais on va essayer d'anticiper. Et il faut que ce qu'on va subir ne vienne pas dégrader ce qu'on veut faire en termes de performance industrielle et environnementale et puis sociétale. Donc ça c'est un vrai défi. Puis le deuxième défi qu'on a, c'est trouver des jeunes, parce qu'on a un souci de recrutement comme beaucoup d'entreprises, et on a un vrai défi pour demain pour embarquer les jeunes avec nous pour aller dans cette transformation. Et puis notre troisième défi, qui va peut-être être encore le plus dur, c'est d'avoir publié notre bilan carbone qui nous engage à décarboner, puisqu'il est publié, donc tous les ans on va le mesurer, avec un objectif qui est moins 5% en moyenne par an, hein, jusqu'à la neutralité, c'est l'atteindre. Et voilà, et comme plus la transition écologique va s'accélérer, plus il va falloir qu'on s'adapte pour améliorer notre bilan carbone. Voilà, donc c'est tous ces défis-là. Et puis c'est pour ça que j'ai insisté, et mes collègues l'ont dit aussi, voilà, si on n'embarque pas le collectif, voilà, c'est aussi un défi, on n'y arrivera pas. Donc vous voyez, ça en fait beaucoup quand même. Ouais. Peut-être pour rajouter deux défis ou deux freins majeurs que je vois chez nous. Ben, on a un projet de réseau de chaleur. Donc on investit 6 millions d'euros pour alimenter 6 bâtiments quand même, hein, avec presque 1000 salariés. Mais ce qu'on voit, et c'est pas une critique, c'est que l'administration ne suit pas forcément derrière pour les autorisations de forage notamment. Parce qu'un grand réseau de chaleur comme ça, on va forer à 40 mètres. Et donc avec les tremblements de terre qu'il y avait eu, c'était au nord de Strasbourg, voilà, il y a des réticences aussi. Donc d'un côté, on doit s'engager dans la transition énergétique, mais voilà, il y a des délais qui peuvent être assez longs. Donc ça, c'est le premier point. Et après, dans les défis RSE, c'est aussi trouver les collaborateurs. Ça, c'est aussi un peu plus difficile. Voilà. Les défis, je rejoindrai ce qui a en partie déjà été dit, sont d'abord humains, clairement. Aujourd'hui, on n'en parle pas, mais je sais que le CESI supporte cette démarche-là aussi de formation des jeunes, là, des alternants. C'est rendre nos personnels et l'entreprise plus agiles. Monsieur Lode le disait, les défis de demain, on les connaît pas encore. Et les métiers de demain, on les connaît pas tous. Donc, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, mais on sait que ça va arriver et très vite, et beaucoup plus vite que ça ne l'était ces 10 ou 20 ou 30 dernières années. Donc, il faut rendre l'entreprise beaucoup plus agile, déléguer un certain nombre de tâches, décentraliser un certain nombre de décisions par des groupes de travail où les gens décident par eux-mêmes. J'ai presque envie de dire, c'est diminuer le niveau d'encadrement pour faire en sorte que les décisions se prennent au plus proche de l'action et au plus vite. Alors certes, toutes les décisions les décisions qui engagent, qui sont structurantes pour l'entreprise avec des investissements lourds, elles se disent pas du jour au lendemain. Donc il y a un défi de vision économique et technique où il faut rendre l'entreprise beaucoup plus performante. Ça, c'est impératif pour des questions de consommation d'énergie, etc. Et puis il y a le volet humain qui est vraiment impératif, qui sans la réactivité de nos gens,
et qui l'ont prouvé pendant la crise Covid. Voilà, on n'a pas baissé la production pendant la crise Covid côté Octapharma, malgré de l'absentéisme certain, etc. Donc voilà, ça c'est les 2 gros défis à venir. Et ce sont de gros défis. Merci à vous. Alors on est dans un timing qui est plutôt pas mal. Donc les réponses ont été assez complètes. Je pense qu'elles répondent bien aux questions. Y a-t-il encore une ou deux questions, une dernière question dans la salle? Sinon on pourra poursuivre pour ceux qui le souhaitent effectivement aussi après en dehors. Une dernière question? Merci. Vous avez parlé des défis. Maintenant, de quoi est-ce que vous avez besoin pour les relever, ces défis, au-delà de jeunes bien formés? Parce que vous avez tous dit on a besoin de jeunes avec des super formations, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez besoin de données, de nouveautés technologiques ou d'informations? Enfin, à vous. Grande question aussi, hein, en dehors de la compétence. Je ne sais pas s'il y en a qui veut répondre. Effectivement, je ne vais pas revenir sur les personnels. Hein. C'est les forces vives de l'entreprise. Hein. On ne le répétera jamais assez. Hein. Après, les besoins sont multiples et variés. C'est effectivement, là, vous l'évoquiez aussi, les démarches administratives. Nous sommes aussi dans des démarches de changement de régime ICPE. Hein, les puits, nous avons déjà creusé des puits il y a quelques années pour du refroidissement industriel. Donc, on est complètement dans la démarche. C'est vrai que la partie administrative est relativement lourde. Quand on instruit un dossier de ce type-là pendant 8 mois, 10 mois, 1 an, pendant ce temps-là, on ne peut pas lancer en exploitation le nouveau process. Donc c'est vrai que la partie administrative de tous ces dossiers administratifs est longue. Bon, voilà. Il faut anticiper, connaître ces délais-là et les anticiper, mais voilà, c'est une vraie contrainte. Donc c'est travailler encore, c'est de la RSE aussi, hein, travailler avec les parties prenantes, dont les autorités locales font partie, que ce soit la mairie, que ce soit l'Adréal, que ce soit voilà, la directe, peu importe. Il faut travailler avec eux et avec leur inertie. Voilà, ils font des progrès aussi, mais voilà, il y a une certaine inertie et il faut en tenir compte. Ok, sinon, je sais pas, un dernier point, ou sinon on peut... Voilà, on arrive effectivement à la fin du timing. Les questions pourraient être encore nombreuses. N'hésitez pas effectivement à nous interpeller en dehors de cette présentation-là. En tout cas, merci à vous 3 pour ces témoignages extrêmement éclairants, inspirants et de terrain en même temps. Donc voilà, on termine là cette table ronde. On vous remercie tous de votre présence et puis on se retrouve en dehors pour ceux qui le souhaitent. Merci à vous.